Histoire vraie, j'ai sacrifié ma vie pour lui, et il m'a renié pleurer. Quand ton propre fils choisit l'argent, plutôt que sa mère, tu coules paisiblement, chargé de souvenirs. Bonjour à toi, âme sensible qui t'arrête ici pour écouter le murmure d'une vie. L'histoire que je vais te partager aujourd'hui est la mienne. C'est le récit d'un amour que je croyais infini, et d'une blessure que je croyais mortelle. Avant de t'ouvrir la porte de mon cœur, permets-moi de te demander une petite chose qui m'aide à continuer. Abonne. Toi à cette chaîne, active la douce cloche des notifications, et si mon histoire trouve un écho en toi, laisse un pouce bleu. C'est un rayon de soleil dans ma journée. Merci. T'es-tu déjà senti comme un arbre? Un vieil arbre planté au milieu d'un jardin, qui a donné ses fruits, son ombre, la force de ses racines, année après année, sans jamais rien demander en retour? Un arbre que l'on finit par ne même plus voir, jusqu'au jour où l'on décide qu'il gêne et qu'il est temps de l'abattre. Moi, c'est Élise. J'ai 69 ans. Et pendant plus de 30 ans, j'ai été cet arbre pour mon fils unique, Damien. Mon histoire commence et finit à Orléans, cette ville douce bercée par la Loire. C'est ici que j'ai rencontré mon mari, Philippe. Un homme bon, un artisan passionné avec des mains en or et un rire qui pouvait chasser les nuages. Ensemble, nous avions un rêve. Un rêve modeste, à notre image. Nous voulions ouvrir une petite librairie salon de thé dans le vieux quartier, un endroit qui sentirait le papier ancien et la cannelle, un refuge pour les âmes en quête de paix. Nous l'appelions déjà, le rêve de Philippe. Nous avions économisé sou après sou, nous avions même trouvé le local parfait. Et puis, Damien est arrivé. Notre miracle. Et notre rêve a changé de visage. Il est devenu lui. Chaque sou économisé, chaque heure de travail supplémentaire, tout était pour lui. Pour ses études, pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il ait les chances que nous n'avions pas eues. Philippe est parti trop tôt, il y a 10 ans, emporté par une maladie sournoise. Sur son lit de mort, il m'a fait promettre 2 choses. Prends soin de notre garçon, et n'oublie jamais notre rêve. Après sa mort, le chagrin a failli m'emporter. Ma seule ancre, ma seule raison de me lever le matin, c'était Damien. Pour lui, j'ai vendu le petit atelier de Philippe. Pour lui, j'ai renoncé définitivement au local de notre librairie. J'ai vendu ce qui aurait dû être notre avenir pour construire le sien. J'ai trouvé un petit emploi de comptable, et chaque centime de ma paye, chaque euro de l'héritage de son père, a été investi en lui. Dans sa prestigieuse école de commerce, dans son premier appartement, dans ses premiers costumes qui lui donnaient l'air d'un ministre. Je ne vivais qu'à travers sa réussite. Ses victoires étaient les miennes. Quand il a décroché son premier gros contrat, j'ai pleuré de joie comme si j'avais gagné au loto. Quand il me présentait ses amis, j'étais si fière. J'étais la mère de Damien. C'était mon plus beau titre de noblesse. Je ne comptais pas les heures passées à lui préparer ses plats préférés qu'il venait chercher le week-end, les chemises que je repassais pour lui éviter cette corvée. Je ne voyais pas que, petit à petit, je n'étais plus un arbre qui le protégeait, mais une simple commodité, un service gratuit et disponible à toute heure. Le changement, le vrai, a eu un nom et un visage, Amandine. Il l'a rencontrée il y a 2 ans. Une jeune femme magnifique, issue d'une famille où l'on ne parlait qu'en millions et en placements boursiers. Elle était aussi froide et parfaite qu'une statue de marbre. Quand Damien me l'a présentée, elle m'a à peine regardé. Elle a scanné mon petit appartement, mes meubles anciens, ma robe simple, avec un air de dégoût à peine voilé. À partir de ce jour, Damien s'est éloigné. Mes plats devenaient trop riches, mes conseils dépassés, mes appels trop fréquents. Il avait honte de moi. Honte de mes mains de travailleuse, de ma vie simple, de tout ce qui lui rappelait d'où il venait. Amandine était en train de le sculpter à son image, et dans leur monde de luxe et d'apparence, il n'y avait pas de place pour une petite retraitée d'Orléans. Pourtant, quand il y a 1 an, il m'a annoncé leur fiançailles, mon cœur de mère a explosé de joie. Mon fils allait se marier. J'allais peut-être devenir grand-mère. J'ai mis de côté toutes les humiliations, toutes les petites piques. J'ai pleuré dans ses bras, et je lui ai dit, « Mon chéri, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. » C'est là qu'il aurait dû voir le piège.
Mais il était déjà pris. Le mariage, m'ont-ils annoncé, serait l'événement de l'année. Pas une petite fête à Orléans, non. Un château sur les bords de Loire, un traiteur étoilé, une robe de créateur venue de Paris, un orchestre. La liste de leurs désirs était aussi longue que mon bras, et chaque ligne coûtait plus cher que ma voiture. J'écoutais, le sourire crispé, me demandant comment ils allaient bien pouvoir payer tout ça. La réponse est venue une semaine plus tard. Ils sont venus me voir un dimanche. Pas pour le déjeuner. Juste pour une discussion. Ils se sont assis en face de moi, sur le canapé où Damien avait fait ses premiers pas. Amandine a pris la parole, sa voix aussi tranchante qu'un éclat de verre. Élise. Nous avons fait les comptes pour le mariage. Pour que tout soit parfait, comme Damien le mérite, le budget s'élève à 70 000 euros. J'ai failli m'étouffer. 70 000, mais c'est une fortune. C'est le prix de l'excellence, a-t-elle rétorqué. Et nous avons pensé que, comme vous êtes la mère du marié, il serait normal que vous participiez, généreusement. J'ai regardé Damien. Il fixait ses chaussures, l'air misérable. Damien, ai-je murmuré. Il a enfin levé les yeux. Maman, c'est important pour ma carrière. Pour notre image. Les parents d'Amandine paient déjà sa robe et le photographe. Nous avons pensé que vous pourriez prendre en charge le reste, a conclu Amandine. Après tout, vous n'avez que Damien, et vous avez toujours dit que tout était pour lui. C'était un chantage. Un chantage au cœur. Il le savait. Il savait que je ne pouvais pas dire non. Cet argent, c'était tout ce qu'il me restait. C'était l'argent de la vente de l'atelier de Philippe, le dernier rempart contre la précarité, le matelas de sécurité pour mes vieux jours. C'était le sang de mon mari, la sueur de ma vie. Et je leur ai donné. Le lendemain, j'ai signé un chèque. J'ai vidé mon compte épargne. En tendant le chèque à mon fils, mes mains tremblaient. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il l'a pris, a marmonné un merci maman, et ils sont partis. Je venais de leur donner ma vie, et ils l'ont prise comme on prend un ticket de parking. Les semaines qui ont suivi, je n'ai eu aucune nouvelle. Pas un appel pour me dire comment avançaient les préparatifs. Rien. C'est moi qui ai dû appeler, une semaine avant la date fatidique, pour demander naïvement. Alors, à quelle heure dois-je venir samedi? Y a-t-il un thème pour les tenues? Le silence au bout du fil a été ma première réponse. Puis la voix de Damien, gênée, fuyante. Maman, il faut que je te parle. Mon cœur s'est glacé. Amandine et moi, on a beaucoup réfléchi. Et, on pense que ce serait mieux que tu ne viennes pas. Le monde s'est arrêté. J'ai cru que j'avais mal entendu. Que tu ne viennes pas? À ton propre mariage? Mais pourquoi, Damien? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas ce que tu as fait, maman. C'est ce que tu es. Sa voix était un murmure de honte. Les invités d'Amandine, ce sont des gens très importants. Tu ne serais pas à l'aise. Tu ne connais pas leur code. Et puis, ta façon de t'habiller. Amandine a peur que ça fasse tache. Tache. J'étais une tache. Une tache sur le tableau parfait de sa nouvelle vie. Alors, ma voix n'était qu'un souffle. Vous prenez mon argent, l'argent de toute ma vie, pour payer votre fête de luxe. Et vous m'interdisez d'y assister parce que j'ai l'air trop pauvre? C'est ça? Maman, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Mais ce n'était pas fini. Le pire, le coup de grâce, restait à venir. D'ailleurs, a-t-il bafouillé, en parlant d'argent. L'agence de voyage vient de nous appeler. Le devis pour la lune de miel en Polynésie est un peu plus élevé que prévu. Il manque 20 000 euros. Silence. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais ce serait le dernier effort. Après, promis, on te laissera tranquille. Tu pourrais nous faire le virement demain? S'il te plaît. Pour moi. 90 000 euros. Il me demandait de lui donner jusqu'à mon dernier centime, jusqu'à mon âme, pour financer une vie dans laquelle il me bannissait explicitement. J'étais un portefeuille. Une banque.
Une fois vidé, on me jetterait dans un coin. Le téléphone est tombé de ma main. Je n'ai même pas répondu. Je suis resté là, dans le silence de mon appartement, le cœur en miettes. L'arbre venait d'être abattu. Et c'est son propre fruit qui tenait la hache. La musique s'est complètement éteinte. Le silence est total, lourd, assourdissant. Je vais faire une pause ici, car il n'y a pas de mots pour décrire cette solitude. Imagine, je t'en prie, être à ma place. Tu as tout donné. Absolument tout. Et en retour, on te demande de disparaître après avoir payé le prix de ta propre exclusion. Quelle est la première pensée qui traverse ton esprit? La haine pure? L'envie de hurler? Ou un calme glacial, le calme qui précède les plus grandes tempêtes? Dis-le-moi dans les commentaires. Savoir que quelqu'un comprend est un réconfort immense. Reprenons. Les jours suivants, je n'ai pas vécu. J'ai survécu. J'errais dans mon appartement comme une âme en peine. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. J'étais submergé par une vague de chagrin si immense que je croyais que j'allais me noyer. Chaque objet me rappelait Damien enfant. Son premier dessin, accroché au mur. Sa photo sur la cheminée. Je regardais ce visage innocent et je me demandais où, quand, j'avais perdu mon fils. Je n'ai pas fait le virement. Pour la première fois de ma vie, j'ai ignoré une demande de mon fils. Il a rappelé plusieurs fois. J'ai laissé sonner. Il a laissé des messages, d'abord mielleux, puis agacés, puis carrément furieux. Maman, tu mets notre lune de miel en péril. Comment peux-tu être si égoïste? Égoïste. Ce mot, de sa bouche, a été l'électrochoc. La vague de chagrin a commencé à refluer, laissant place à autre chose. Une colère. Froide. Profonde. Une colère de lionne blessée. La Élise gentille, la Élise qui pardonnait tout, était en train de mourir. Et une autre Élise, une que je ne connaissais pas, prenait sa place. Philippe, mon mari, était un homme bon. Mais il était aussi un homme d'une prudence infinie. Il avait vu l'ambition dévorante de notre fils bien avant moi. Il s'en inquiétait. Je me suis souvenu d'une conversation, quelques mois avant sa mort. Nous parlions de l'argent de son atelier, que nous mettions de côté. Élise, m'avait-il dit, cet argent, c'est notre rêve, mais c'est aussi ta sécurité. Si un jour tu dois le donner à Damien, ne le fais pas comme un cadeau. Fais-le comme un prêt. Un prêt d'honneur. Pour un projet. Pour qu'il apprenne la valeur de l'argent et la responsabilité. À ce moment-là, je n'avais pas compris la profondeur de son avertissement. Mais ce soir-là, ces paroles me sont revenues avec une clarté fulgurante. Quand Damien était venu me demander les premiers 70 000 €, il ne m'avait pas dit la vérité. Il savait que je n'accepterais jamais de financer un mariage aussi extravagant. Il m'avait menti. Il m'avait parlé d'un projet d'investissement, d'une opportunité unique pour lancer sa propre affaire, quelque chose qui assurerait son avenir. Et moi, dans ma naïveté, je l'avais cru. J'étais si fière. Mon fils, l'entrepreneur. Et, me souvenant de la promesse faite à Philippe, je lui avais fait signer un papier. Un simple papier que j'avais rédigé moi-même, sur un coin de table. Je sous-signais, Élise Dubois, prête la somme de 70 000 € à mon fils, Damien Dubois, à titre de prêt d'honneur à taux zéro, pour le financement de son projet de création d'entreprise. Remboursable sur demande. Il l'avait signé en riant. Maman, tu es bien sérieuse, mais si ça peut te rassurer. Il voyait ça comme un jeu, une formalité sans importance entre une mère et son fils. Ce petit papier. Je l'avais rangé dans une vieille boîte en fer, avec mes lettres de Philippe et mes photos de mariage. Et je l'avais oublié. Ce soir-là, je l'ai ressorti. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais une femme avec un plan. Le lendemain, je n'ai pas appelé un psychologue. J'ai appelé Maître Vasseur. Le notaire de la famille depuis 30 ans. Un vieil ami de Philippe.
Un homme à la droiture légendaire. Je lui ai obtenu un rendez-vous en urgence. Assise dans son bureau qui sentait la cire et la loi, je lui ai tout raconté. Sans pleurer. Froidement. Les sacrifices, les mensonges, l'humiliation, le bannissement, la demande finale. Et je lui ai montré le petit papier. Maître Vasseur a lu la reconnaissance de dette. Il a lu et relu. Puis il a enlevé ses lunettes. Il m'a regardé avec une infinie tristesse, mais aussi avec une lueur de respect dans les yeux. Mon Dieu, Élise, Philippe était un sage, il avait tout vu. Il a tapoté le document avec son doigt. Ceci n'est pas un petit papier. C'est un contrat. Un contrat en bonne et due forme. Un prêt a été consenti pour une raison précise, une création d'entreprise. Il a utilisé les fonds à des fins entièrement personnelles et différentes. C'est un détournement de l'objet du contrat. Ce qui rend le prêt immédiatement exigible. Il a fait une pause, me laissant absorber l'information. Élise, que voulez-vous faire? J'ai levé les yeux vers lui. La lionne était réveillée. Je veux récupérer mon argent, maître, et je veux leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Le plan que nous avons élaboré ce jour-là n'était pas un plan de vengeance. C'était un chef-d'œuvre de justice poétique. Le samedi du mariage est arrivé. Je n'ai pas mis de robe de soirée. Je suis restée chez moi, dans mon simple pantalon noir et mon chemisier blanc. J'ai fait du café. J'ai lu un livre. À 16h, l'heure où les vœux devaient être échangés dans le faste de leur château, j'ai levé ma tasse. À toi, Philippe, ai-je murmuré. Tu vois, je n'ai pas oublié notre rêve. Pendant ce temps, à une centaine de kilomètres de là, un autre acteur entrait en scène. Maître Vasseur n'avait pas envoyé une simple lettre recommandée. Il avait mandaté un huissier de justice. Le meilleur. Un homme imposant, au visage impassible, qui avait pour instruction d'intervenir à un moment très précis. Imaginez la scène. Le château. Les jardins à la française. Les invités, tous plus riches et importants les uns que les autres. Le champagne coule à flot. Damien et Amandine sont sur un nuage. Ils viennent de se dire, oui, ils sont le centre du monde. Ils trinquent, ils rient. Ils ont gagné. Damien et Amandine sont sur un nuage. Ils viennent de se dire, oui, ils sont le centre du monde. Ils trinquent, ils rient. Ils ont gagné. Il a traversé la foule comme un brise-glace, son allure officielle et sévère jetant un froid immédiat sur l'ambiance festive. Il s'est dirigé droit vers les mariés et il a traversé la foule comme un brise-glace, son allure officielle et sévère jetant un froid immédiat sur l'ambiance festive. Je suis maître Carmet, huissier de justice. J'ai pour mission de vous remettre ce document en main propre. Je suis maître Carmet, huissier de justice. J'ai pour mission de vous remettre ce document en main propre. Je suis maître Carmet, huissier de justice. J'ai pour mission de vous remettre ce document en main propre. Le document était simple. Rappel de la reconnaissance de dette de 70 000 € pour un projet professionnel. Constat de l'utilisation des fonds à des fins personnelles, le mariage, constituant une rupture de contrat. En conséquence, exigibilité immédiate du remboursement intégral de la somme sous 24 heures. Constat de l'utilisation des fonds à des fins personnelles, le mariage, constituant une rupture de contrat. En conséquence, exigibilité immédiate du remboursement intégral de la somme sous 24 heures. Le silence est tombé sur la réception. L'huissier, imperturbable, a ajouté d'une voix forte pour que tout le monde entende. Mon clerc est à l'entrée avec une liste. Il commencera à inventorier les cadeaux présents sur la table dès la fin de ma déclaration. Par ailleurs, une notification de saisie sur salaire sera envoyée à votre employeur dès lundi matin. Bonne journée, monsieur, madame. Et félicitations pour votre union. Et il a tourné les talons, laissant derrière lui un champ de ruines. La suite, on me l'a raconté. Amandine a hurlé, pas sur l'huissier, sur Damien, des mots terribles. Imbécile, je t'avais dit que ta mère était une paysanne, mais je ne savais pas qu'elle était aussi rusée. Et il a tourné les talons, laissant derrière lui un champ de ruines. La suite, on me l'a raconté. Amandine a hurlé, pas sur l'huissier, sur Damien, des mots terribles. Imbécile, je t'avais dit que ta mère était une paysanne, mais je ne savais pas qu'elle était aussi rusée. Le père d'Amandine est intervenu. Pas pour calmer le jeu,
Pour enfoncer le clou, il a traité mon fils de petit escroc, d'incapable. Le mariage de l'année s'est transformé en l'humiliation de la décennie. Devant tout leur monde, leur lune de miel en Polynésie a été annulée. Ils n'avaient plus un sou. Pire, ils avaient une dette énorme. J'ai appris plus tard qu'Amandine a demandé l'annulation du mariage une semaine après. Son contrat à elle était basé sur la richesse, pas sur les dettes. Leur lune de miel en Polynésie a été annulée. Ils n'avaient plus un sou. Pire, ils avaient une dette énorme. J'ai appris plus tard qu'Amandine a demandé l'annulation du mariage une semaine après. Son contrat à elle était basé sur la richesse, pas sur les dettes. Un monstre, Damien? Non, juste une mère qui t'a trop aimé. Au point de s'oublier elle-même. Tu m'as traité comme une banque. Alors, je t'ai traité comme un client. Tu as voulu m'effacer de ta vie. Alors, j'ai effacé ma signature de ton chèque en blanc. Un monstre, Damien? Non, juste une mère qui t'a trop aimé. Au point de s'oublier elle-même. Tu m'as traité comme une banque. Alors, je t'ai traité comme un client. Tu as voulu m'effacer de ta vie. Alors, j'ai effacé ma signature de ton chèque en blanc. Un monstre, Damien? Non, juste une mère qui t'a trop aimé. Au point de s'oublier elle-même. Tu m'as traité comme une banque. Alors, je t'ai traité comme un client. Tu as voulu m'effacer de ta vie. Alors, j'ai effacé ma signature de ton chèque en blanc. Un monstre, Damien? Non, juste une mère qui t'a trop aimé. Au point de s'oublier elle-même. Tu m'as traité comme une banque. Alors, je t'ai traité comme un client. Tu as voulu m'effacer de ta vie. Alors, j'ai effacé ma signature de ton chèque en blanc. Un monstre, Damien? Non, juste une mère qui t'a trop aimé. Au point de s'oublier elle-même. Tu m'as traité comme une banque. Alors, je t'ai traité comme un client. Tu as voulu m'effacer de ta vie. Alors, j'ai effacé ma signature de ton chèque en blanc. L'arbre n'a pas été abattu. On lui a juste coupé une branche pourrie. Et il a trouvé la force, dans ses vieilles racines, de faire de nouvelles pousses, plus fortes, plus belles, tournées vers le soleil. L'arbre n'a pas été abattu. On lui a juste coupé une branche pourrie. Et il a trouvé la force, dans ses vieilles racines, de faire de nouvelles pousses, plus fortes, plus belles, tournées vers le soleil. Et toi qui m'écoutes, crois-tu qu'on doit toujours tout pardonner aux siens? Ou qu'il faut parfois dire « stop », même à son propre enfant? Dis-le-moi en commentaire, j'ai vraiment envie de lire ton avis. Et toi qui m'écoutes, crois-tu qu'on doit toujours tout pardonner aux siens? Ou qu'il faut parfois dire « stop », même à son propre enfant? Elle nous rappelle que le sacrifice silencieux ne doit jamais être confondu avec la faiblesse. Et que l'amour d'une mère, quand il est bafoué, peut se transformer en une force de justice implacable. Et toi qui m'écoutes, crois-tu qu'on doit toujours tout pardonner aux siens? Ou qu'il faut parfois dire « stop », même à son propre enfant? Si cette histoire t'a touché, soutiens-moi avec un like rose, abonne-toi pour d'autres récits de vie, et n'oublie pas d'activer la cloche alarme pour ne rien manquer. Et toi qui m'écoutes, crois-tu qu'on doit toujours tout pardonner aux siens? Ou qu'il faut parfois dire « stop », même à son propre enfant? Abonne-toi pour que nos histoires continuent de nous donner le courage de nous relever. Et toi qui m'écoutes, crois-tu qu'on doit toujours tout pardonner aux siens? Ou qu'il faut parfois dire « stop », même à son propre enfant? Merci de ton écoute si attentive. Prends soin de toi, et n'oublie jamais la force qui sommeille en toi. Elle est bien plus grande que tu ne l'imagines. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir donné un écho à ma voix. À très bientôt, pour une nouvelle histoire vraie.